Bonjour à tous, bonjour chers amis de TV Liberté, bienvenue sur le plateau de Politique et Économie. Aujourd'hui, nous recevons Charles Gave. Bonjour. Bonjour Charles Gave. Alors vous n'êtes pas inconnu de nos téléspectateurs, mais je vais refaire un petit portrait de vous parce que d'abord, il naît de nouveaux téléspectateurs tous les jours. Absolument. Puis ensuite, dites du bien de moi parce que c'est essentiel. Voilà, mais rassurez-vous. Oui, alors... Comment faire le portrait de Charles Gave? Charles Gave, c'est un économiste, un financier international. Vous avez eu des implantations en Asie, mais vous êtes à la fois international et patriote. Vous êtes européen et anti-euro. Vous avez un discours extrêmement sévère sur l'eurocratie et sur l'euro. Enfin, la sévérité, c'est la lucidité en l'occurrence. Bien sûr. Bon. Vous êtes libéral et attaché à votre pays. Donc, personnalité paradoxale. Personnalité attachante qui a su attirer autour de lui une audience très forte. Alors évidemment, le record, ça a été lorsque vous avez critiqué nos élites, lorsque vous avez dit que le diplôme ne signifie pas l'intelligence et que le diplôme n'implique pas forcément qu'on sache gérer la France, et a fortiori une entreprise. Et là, vous avez fait 25 millions de vues. C'est incroyable. Oui. Vous et moi, nous en sommes encore tout étonnés. Et c'était il y a déjà 3-4 ans. Absolument, parce que Alors, Charles Gave, l'heure est quand même grave, dans la mesure où nous venons de subir une crise sanitaire, sur laquelle j'aimerais vous entendre, mais elle est passée, disons, espérons-le en tout cas, mais la crise qui s'annonce va être encore pire. Je crois qu'il faudra qu'on l'évoque en deuxième partie. Et donc, commençons par le jugement que vous pouvez porter sur ce qui s'est passé, disons, depuis 3 mois, mais en réalité, il y a beaucoup d'antériorité. Oui. C'est une question très, très difficile, parce que la critique est aisée. Et l'art est difficile. Et l'art est difficile. Donc, je ne veux pas du tout trop charger les gens qui étaient au pouvoir, et qui, j'imagine, ont fait ce qu'ils pensaient devoir faire. Il n'en reste pas moins qu'on savait dès le début, tout de suite, dès que ça a tapé la Chine, que ça ne touchait que, grosso modo, les gens au-dessus de 60 ans, et souvent qu'il y avait d'autres pathologies. C'est ça, oui. Donc, très bien, on savait ça. Et je ne comprends pas pourquoi on n'a pas pris une mesure toute simple, c'était de dire aux gens de plus de 60 ans, dont moi par exemple, écoutez, restez chez vous, protégez-vous et tout, et qu'on a foutu la paix aux autres. Parce que pour les autres, c'était guère plus une grosse grippe, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va d'ailleurs, le mot avait été d'ailleurs prononcé. C'était pas plus qu'une autre grippe. Donc, quelqu'un comme le docteur Raoult, dans son service à Marseille, où il a soigné des tas de gens, il en a soigné, je crois, 6000 ou quelque chose comme ça, n'a pas eu un mort en dessous de 60 ans. Ah oui. Parce qu'avec son traitement, etc. Enfin, il n'a pas eu un mort en dessous de 60 ans. Donc, vous ne pouvez pas vous empêcher de penser pourquoi foutre tout le monde en tôle, chez eux, pour protéger des gens qui, de toute façon, sont chez eux et ne travaillent pas, puisqu'ils sont tous à la retraite. Donc, on a arrêté l'économie. Pourquoi? Mais il y a peut-être des arrière-pensées. Quelles arrière-pensées? Quelles arrière-pensées? Mais je ne vois pas qui gagne dans arrêter l'économie comme ça. Je veux dire, après ça, c'est quand même un... Alors, ce que j'ai vu ensuite se développer, c'est un non-respect de la Constitution absolument aberrant, parce que le droit de réunion est constitutionnel. Absolument. Et donc, on nous dit, vous n'avez plus le droit de vous réunir. Mais, alors ça veut dire que l'État, il y a des moments où l'État peut abolir tout le préambule de la Constitution française, droit de liberté de parole, liberté de mouvement, de culte, liberté de culte, etc. Tous ces droits-là sont abolis en fonction d'un nouveau droit qui est de protéger une partie de la population qui serait en danger. Mais je ne comprends pas que les Français aient voté dans un référendum sur ce sujet-là. C'est-à-dire que l'État s'est emparé d'un droit, le droit de nous mettre en tôle pour protéger la santé de quelques-uns, qui me paraît extrêmement dangereux à moyen terme. Et il a inventé finalement une constitution par intermittence. Oui, c'est-à-dire que la Constitution, on peut la lever quand on veut. C'est gravissime. On peut lever les droits fondamentaux quand on veut. Oui. Enfin, quand l'État le veut. Quand l'État le veut. Avisez-vous de lever ces droits vous-même. Je pense qu'il se Je terminerai en cabane vite fait. Et à juste titre. À juste titre, d'une grande sévérité, voilà. Donc, c'est quand même en effet assez curieux. Il y a eu aussi
Je reviens à l'économie. Mais bien sûr. Je pense qu'il faut aussi prendre en considération, vous me direz à nos téléspectateurs ce que vous en pensez, le fait que nous avons eu un nombre de morts comparable à l'Italie et à l'Espagne, Ou à l'Angleterre. mais avec un budget de la protection sociale, un budget de santé qui est très supérieur à celui... L'Espagne, c'est 7%, l'Italie, c'est autour de 8%, et nous sommes à 12%. Oui. Donc, avec plus de moyens, nous avons fait aussi mal ou même pire. Alors, si on regarde les pays qui n'ont pas très bien marché dans cette crise, c'est-à-dire l'Angleterre, l'Italie et nous, et l'Espagne, quelque part, on arrive à la conclusion que les systèmes qui n'ont pas marché sont les systèmes centralisés. Eh oui. C'est-à-dire que où les hôpitaux sont gouvernés par un chef des hôpitaux à Paris, et où, dans le fond, les hôpitaux sont gérés par des élites managériales. Mmh. On revient sur les élites. Là, on revient sur les élites, et on sait très bien, par exemple, que dans les hôpitaux français, il y a 30% de gens qui ne voient jamais un malade, qui sont simplement là pour faire remplir des papiers, les envoyer à Paris pour que Paris voit qu'on a bien le nombre de masques, etc. Donc, dans les autres pays comme la Suisse, l'Allemagne, voire la Suède, où les hôpitaux sont des espèces... L'Autriche peut-être. L'Autriche aussi. Oui. Où les hôpitaux sont dans le fond des structures décentralisées, où le directeur de l'hôpital fait ce qu'il veut, et le patron gère littéralement son entreprise sans avoir besoin de personnel administratif qui fait des rapports à je ne sais qui. Il semble que la crise ait été beaucoup moins grave. Par exemple, encore une fois, l'hôpital de Raoult à Marseille, Méditerranée-Provence, je ne sais plus comment il s'appelle, est une fondation qui est complètement... et j'imagine que c'est pour ça que les forces de centralisation avec M. Lévy ont agressé M. Raoult, parce que il agace, il est indépendant. C'est le vieux truc, si vous voulez, du roi contre les féodaux, quoi. Voilà, l'oligarchie contre ceux qui lui échappent. Ceux qui lui échappent, ceux qui sont indépendants. Voilà. Encore une fois, on découvre dans la classe politique française cette espèce de haine de la liberté. C'est très grave ce que vous êtes en train de dire, Charles Gauss. C'est très grave. Vous ne trouvez pas? Mais je pense que c'est en effet ça, puisqu'il suffit de consulter d'ailleurs la liste des hauts fonctionnaires de la santé. Mais c'est impressionnant. Il y a un nombre de directions mais inimaginable. Impressionnant. Et je suis sûr qu'ils signent des papiers, ces gars-là. Oui. Je pense. Et alors, on a combiné ça, paradoxalement, à quelque chose qui est lié, au contraire, à la liberté économique, c'est-à-dire le juste à temps, oui. le flux tendu. Le flux tendu, mais on a combiné tous les inconvénients des deux systèmes. Le flux tendu, c'est très bien d'avoir des pièces de bagnole en flux tendu, parce que si vous prenez quelques jours de retard sur les bagnoles, c'est pas la fin du monde. Tandis que si vous avez des flux tendus, que vous n'avez pas de masque, ou j'en sais rien, et qu'il y a une crise, comme on l'a eu, le flux tendu, c'est une imbécilité extraordinaire. Ce que j'essaye de dire, c'est ça. Quelque chose qui, pour moi, est essentiel. C'est que dans la nature, vous avez des systèmes hyper efficients et extraordinairement fragiles. Oui. Par exemple, les grands dinosaures, avant que la comète ne tombe sur la tête, les tue tous. Vous savez, ça, c'est des systèmes hyper efficients. Ils étaient parfaitement adaptés à leur environnement, mais extraordinairement fragiles. Puis vous avez des machins qui sont en général plus petits, plus agiles, qui sont beaucoup moins efficients, mais beaucoup plus robustes. Oui, des petits mammifères à poil. Les petits mammifères à poil qui se mettent dans les trous, etc. Et qui ont entendu que ça se réchauffe avant de sortir. Et donc, avec cette mondialisation qu'on a eue, on a accru de façon extraordinaire la fragilité du système, sans se rendre compte qu'on mettait en danger la robustesse du système, et que donc un système fragile se pète beaucoup plus qu'un système non fragile. C'est la différence entre un pur sang et un gros percheron, quoi. Oui. Donc, si vous voulez, on avait des percherons, ça marchait très bien. Et on a essayé d'en faire des pur sang, mais le pur sang, si vous lui demandez de tirer une charrue, il n'est plus à sa fête. Hein. Non. Autrement dit, la mondialisation, ça crée des brontosaures ou des dinosaures, en quelque sorte. La mondialisation, ça crée des gens extra... Ce qui s'est passé, c'est que... J'avais écrit là-dessus il y a à peu près 20 ans, en annonçant un petit peu ce qui allait se produire. J'ai dit, vous savez ce qui va se passer, c'est qu'il va héberger une série de sociétés qui ont leur centre de recherche aux États-Unis. Voilà. Ça, vous l'aviez dit, oui. Leur profit dans des paradis fiscaux. Et leur production en Chine. Fabrication en Chine, voilà. Bon, mais s'il y a un des trois trucs qui se pètent, tout s'arrête. Ouais. Tandis qu'autrefois, prenez des sociétés bien gérées, je reviens toujours à Air Liquide qui m'amuse beaucoup, parce que tout le monde dit, tu parles toujours d'Air Liquide, parce que c'est une belle société. C'est une belle société, elle est là depuis 150 ans, elle a dû faire un, deux trucs juste depuis le temps. Prenez Air Liquide, ils ont des centres de production partout, des centres de recherche partout, donc ils sont antifragiles. Voilà.
Et là, on a bâti un système qui était immensément fragile. Et on a dans le fond, refait ce système dans nos hôpitaux. Voilà. En essayant de les gérer comme si c'était un truc Carrefour. Quoi. Oui, c'est ça. Alors, on parle maintenant de relocalisation que je qualifierais de souveraine. Oui. Est-ce que c'est possible? C'est ça ma question. Si vous voulez, si les gens sont partis de France, c'est comme, encore une fois, il y a 20 ans, j'avais écrit un livre qui s'appelait « Des lions menés par des hommes », dans lequel j'expliquais que l'euro allait créer trop de maisons en Espagne, parce que les taux d'intérêt allaient baisser, trop de fonctionnaires en France et trop d'usines en Allemagne. Si les usines sont allées en Allemagne, c'est parce que c'était plus rentable d'aller en Allemagne qu'en France, parce que le pays était mieux géré. Donc, si vous voulez, tant que le pays sera aussi mal géré qu'il est aujourd'hui, il n'y a aucune raison que les entreprises viennent se rétablir ici. Sauf si on ferme complètement les frontières. Alors, vous avez été prophète en Europe, au moins. Ça ne sert à rien d'être prophète. Dans votre pays. Prophète. Vous savez, les prophètes, en général, ils terminent au fond d'un puits et les gens leur jettent des cailloux. Hein. C'est le cas. Ou parfois crucifiés. Oui, parfois crucifiés dans le meilleur des cas. Ça, vous avez une chance d'être ressuscité dans ce cas-là. Enfin. Voilà. Alors, donc, cette crise sanitaire prend évidemment des formes économiques, puisque vous avez critiqué l'organisation de notre système de santé, fait des comparaisons internationales. Et nous allons, dans seconde partie, évidemment, évoquer donc, le jour d'après et le jour d'après-demain, qui ne sont quand même pas des lendemains qui chantent, sur le plan économique. Hein. Non, c'est-à-dire qu'on est dans une situation extrêmement difficile. Bon, alors, qu'est-ce qu'a essayé de faire le gouvernement ? Sans doute à juste titre. Ils ont dit, bon, il va y avoir toute une série de gens qui vont perdre, au moins temporairement, leur emploi, leurs ressources. Oui. Donc, ce que je vais faire, moi, gouvernement, c'est que je vais remplacer leur salaire à hauteur de 85%. Bon. Donc, ces gens ont été payés à ne rien faire. Très bien. Mais alors, la première question qu'il faut se poser, c'est, s'ils sont payés à ne rien faire, est-ce qu'ils vont vouloir revenir bosser ? On prend de mauvaises habitudes. On prend de mauvaises habitudes. Surtout si on n'aime pas vraiment son boulot. Donc ça, c'est la première question. La deuxième, c'est qu'il me semble qu'on a pris ce que les anglo-saxons appellent un hasard moral. C'est-à-dire qu'on a eu une difficulté, et d'un seul coup, on dit « Vous inquiétez pas les gars, on va faire marcher la planche à billets ». Mais ça veut dire que quand un gars va avoir une carie, il va demander à ce qu'on fasse marcher la planche à billets. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a ouvert les vannes, qu'est-ce qui va se passer ? Parce que chaque fois qu'il y aura un petit problème, mettons qu'il faille sauver Renault. Voilà, j'y pensais, oui. Bon, mettons qu'il faille sauver Renault. Alors, est-ce que le gouvernement français va nationaliser Renault ? Entrer au capital ils y sont déjà à hauteur de 15% avec un double... Mais je veux dire par là, c'est si Airbus continue à aller mal, qu'est-ce qu'on fait ? Oui. Donc, si vous voulez, autrefois, il y avait quand même une espèce de darwinisme dans le système qui permettait aux entreprises qui gaspillaient l'argent de disparaître. Oui. C'est comme ça que ça fonctionnait. Mais si maintenant le gouvernement se croit obligé de sauver toutes les entreprises en faisant marcher la planche à billets, je pense pas qu'on va s'enrichir. Même. Et puis le problème aussi, c'est que si on continue à faire marcher la planche à billets en Europe et que c'est fabriqué ailleurs... ça sert à rien. Ça sera... ça fera monter les importations. Ben voilà. C'est tout. C'est que ce qu'on avait fait quand on avait fait le plan de relance de Mitterrand, exactement, qui avait fait la fortune de l'Allemagne. Et on avait, l'expression était d'Alfred Sauvy d'ailleurs, on avait gonflé un pneu crevé. On avait mis de l'air dans le pneu, mais on avait... vous savez, Alfred Sauvy, c'était un de mes grands hommes, si j'ose dire. J'ai lu tous ses livres et je l'aimais beaucoup. C'était un homme remarquable. Il était socialiste. Oui, mais enfin, il avait oublié de l'être quand même dans cette... Non, mais il était socialiste comme pouvaient l'être les gens de bonne qualité. C'est-à-dire qu'il regardait la réalité, et puis ensuite, il vous disait quelle était la réalité, comment on pouvait essayer de l'adapter au mieux des intérêts des plus démunis. Mais ce que disait Sauvy, c'est qu'il avait écrit un livre qui s'appelait, je crois, L'économie du diable. Oui, exactement. En 1980 ou 1979. C'était, la fin des années 70. La fin des années 70, dans lequel il disait tout ce qu'il ne fallait pas faire si la gauche arrivait au pouvoir. Oui. Et c'était le programme commun. Oui, voilà, exactement. Ce qu'il ne fallait pas faire, c'était le programme commun. C'était extraordinaire. Et la gauche a essayé de le faire. Donc et on s'en est jamais remis. Oui. Alors nous allons faire une pause et nous allons explorer les conséquences que vous avez déjà commencé d'explorer, mais vous venez de publier sur l'Institut des libertés, alors je renvoie nos téléspectateurs aux excellents articles qu'on peut y lire, l'Institut des libertés,
des articles de Charles Gave, de Jean-Baptiste Denohaye, d'autres encore. Ce qui est intéressant, si vous voulez, dans ces articles, et surtout ceux de Charles Gave, c'est qu'ils sont accessibles, lisibles, ils sont même éclairants. Car il ne suffit pas de briller, il faut éclairer, bien sûr. Bien sûr. Et il dissipe le flou du discours économique dominant, qui est un discours de pouvoir. Qui est un discours pour faire croire aux gens qui ne sont pas compétents. Voilà. Donc, qui laissent faire les spécialistes. On a vu comment ça marchait dans la médecine. Voilà. Il faut bien qu'ils se rendent compte que ça marche aussi bien dans l'économie. Hein. Eh bien, justement, voilà. C'est le droit à comprendre l'économie. C'est la base de la citoyenneté. Et c'était le projet que j'avais lorsque j'ai créé il y a 6 ans, avec Philippe Millot et Martial Wild, cette idée de politique et économie. Oui. Voilà. J'espère, nos téléspectateurs en seront juges, qu'on a un tout petit peu réussi à rendre accessibles les choses de l'économie. Mais pour l'heure, nous allons faire une petite pause. Très bien. Chers téléspectateurs de TV Liberté, dans Politique et Économie, nous recevons Charles Gave. Il vient de publier sur le site Institut des Libertés un article tout à fait intéressant sur lequel j'ai bien l'intention de l'interroger. Voici le titre. Il va se passer quelque chose en Italie et dans l'Europe du Sud. Oui. Ça, on s'y attendait un peu. Oui, bon. C'est pas une nouvelle. Mais il y a 2 questions. Pourquoi ça ne s'est pas encore passé et comment ça va se passer, parce qu'on ne voit pas comment on peut éviter cela. Non. Grosso modo, vous allez nous expliquer la relation qu'il y a entre l'euro et la production industrielle italienne. Oui, écoutez... c'est aveuglant. C'est aveuglant. Alors, vous montrerez sans doute le graphique sur l'écran. Vous êtes une entreprise italienne en Italie du Nord, vous savez, qui sont là, dont tout un tas sont dans le fond des Autrichiens ou des Allemands, quoi. Donc, il n'y a pas de différence entre l'Autriche, l'Italie du Nord, tout ça, c'était le même... ça aurait pu être la Savoie, mettons. Voilà. S'il y avait eu un pays qui devait émerger, c'était la Savoie. Bon. Ces gens-là sont extraordinairement diligents, extraordinairement travailleurs, extraordinairement inventifs. Et donc, ils font une concurrence féroce à l'Allemagne. De 1945 à 2000, les exportations italiennes ont été supérieures aux exportations allemandes. Ce qu'on oublie. C'était un pays extraordinairement exportateur de produits industriels de grande qualité, des machines-outils, de la verrerie, de l'électroménager, etc. Il y avait tout. La voiture. Donc, c'était des gens très efficaces. Mais ils avaient un léger problème, comme me disait un de mes amis italiens. Le problème que l'Italie a toujours eu, c'est que c'est pas tellement Rome, c'est qu'avec Garibaldi, ils ont fusionné une partie de l'Afrique avec une partie de l'Europe. Donc, c'est pas très joli. Bon. C'est pas gentil pour les Napolitains ou les Siciliens. C'est pas très aimable. Mais enfin, grosso modo, ça veut dire que pour faire fonctionner l'Italie, il faut qu'il y ait des transferts massifs du nord vers le sud. Ce qui est possible dans un pays, puisque c'est la volonté de vivre ensemble. Voilà. C'est pas possible en Europe, puisque nous ne sommes pas une nation, mais c'est possible en Italie, et ça se passe très bien, ça s'est toujours passé très bien. C'est-à-dire que le jockey italien sur le cheval économique pèse 80 kilos, alors que le jockey allemand, il en pèse 40. Hein. Oui. Et vous pouvez rien y faire, parce que ça ne dépend pas du chef d'entreprise, ça. Non. Ça reste un poids qu'il faut payer. Voilà. Mais il y avait une solution. C'était qu'on laissait filer la monnaie pour maintenir la rentabilité de l'entreprise italienne vis-à-vis de l'entreprise allemande. Donc, en l'espace de 40 ans, la lire était passée de 100 lire par Deutschmark à 900. Et les productions industrielles des 2 pays étaient exactement les mêmes. Elles montaient et baissaient en même temps, c'était parfait. Il n'y avait aucun problème. Et c'est ce qu'on appelle en physique un système convergent. Les systèmes convergents sont stables. La variable d'ajustement, c'était le taux de change. Voilà. Bien préférable au chômage. Et alors, à partir du moment où vous rentrez dans l'euro en 2000, vous bloquez la variable d'ajustement, c'est bloqué, et la variable d'ajustement nouvelle deviennent les profits des entreprises. Et à partir du moment où les profits des entreprises s'écroulent, l'industrie italienne s'écroule. Et ce que les gens ne comprennent pas, je reviens à une vieille astuce d'Oscar Wilde, vous savez, on lui avait demandé lors de son procès comment vous ruinez. Il avait dit lentement au début, très vite à la fin. Vous voyez. Et c'est exactement comme ça quand vous êtes dans une entreprise qui perd de l'argent, c'est que vous tenez, vous savez, vos petites mains sur la glace comme ça, vous essayez de tenir en glissant comme ça, vous accrochez, en espérant qu'il va y avoir une reprise cyclique qui va vous permettre de vous en sortir. Et puis, à un moment, ça marche plus, vous devez lâcher. Et
tout se lâche à la fois. Voilà. C'est-à-dire que les pertes de vie économique sont très peu visibles pendant 10 ans, et puis quand une crise arrive, là, vous avez 20% du corps économique qui disparaît, parce que ce sont ceux qui sont affaiblis à ce moment-là qui disparaissent. Donc on a eu une première choc terrible avec la grande crise financière suivie par la crise 2008-2012, et maintenant on est en train d'avoir deuxième choc. Le premier choc, ça a tué tous les gars qui avaient emprunté, qui ne pouvaient plus servir leur dette, parce que l'argent était beaucoup trop monté, le prix de l'argent était trop monté par rapport à leur richesse. Et aujourd'hui, ça tue les gars qui ne peuvent pas rembourser leur dette. Voilà. C'est le principal. Au début, ça tue ceux qui ne peuvent pas servir la dette. Ensuite, ça tue ceux qui ne peuvent pas rembourser le principal. Et on est dans la deuxième étape. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la production industrielle italienne est au même niveau qu'en 1975. Elle a baissé de près de 50% depuis l'euro. Voilà, c'est ça. L'Italie a perdu de la moitié de sa production industrielle. L'euro a tué l'industrie italienne. L'euro a tué l'industrie italienne et il a fait la même chose dans l'industrie française. Et il a fait la même chose dans l'industrie espagnole. Et c'est très clair sur le graphique. Il n'y a pas de doute. Et on s'aperçoit alors, car vous faites un rapprochement qui est intéressant, entre la mafia bien connue, au sud, italienne, et la mafia bruxelloise. Oui. Alors, ils ont en commun, et vous le dites très nettement, vous le dites, ils ont en commun, eh bien, d'être des concepteurs de l'euro pour la mafia bruxelloise, mais ils étaient tous des gens qui n'avaient travaillé que dans les structures étatiques ou criminels. On se demande quelle est la différence parfois. Et qui souffraient, dites-vous, beaucoup, alors on retrouve le boss que vous avez fait, de voir des gars beaucoup moins diplômés qu'eux-mêmes, on parle de Bruxelles, et des diplômés français aussi, oui, absolument, gagner plus qu'eux, parce qu'ils gagnaient plus que les chefs d'entreprise. Alors, l'inversion est significative, on va voir le schéma ici, c'est que avec l'arrivée de l'euro, les entrepreneurs qui faisaient mieux que les rentiers, maintenant, ce sont les rentiers qui font moins bien. Et là, c'est une notion extraordinairement importante qui a été mise en lumière par un économiste qui a eu le prix Nobel aux États-Unis il y a longtemps, et qui dit « Nous sommes tous abasourdis, stupéfiés, rendus imbéciles par les marxistes. » C'est-à-dire qu'on pense qu'il n'y a que deux choses, le capital et le travail. Et qu'il y a une lutte à mort pour savoir comment se répartir les produits de la croissance et tout et tout. C'est, mettons, la vision de la CGT, quoi. Mais ce qu'a montré cet économiste qui était à Princeton, il a dit, c'est pas vrai du tout, il y a un troisième personnage qui arrive, c'est ce qu'avait dit Schumpeter aussi. Oui, Schumpeter l'avait dit, voilà, exactement. C'est l'entrepreneur, c'est-à-dire le preneur de risque. Le preneur de risque. Parce que s'il suffisait de mettre du capital et du travail, l'Union soviétique aurait été le pays le plus développé du monde. Voilà. Or, ça n'a pas marché. Pourquoi ? Vous avez besoin de deux choses. Vous avez un gars qui prend des risques et un système qui liquide les gars qui ont pris des mauvais risques. Un système darwinien, pour l'appeler par son nom. Donc, le capitalisme est extraordinairement justifié si la rentabilité que vous tirez de vos affaires est faite avec risque. Voilà. Mais le capitalisme est injustifié si la rentabilité que vous tirez de vos affaires vient du fait que vous êtes copain avec le banquier central et avec le Premier ministre. Ça, c'est le capitalisme de connivence. Capitalisme de rente, finalement. De rente. Et vous essayez de protéger votre profit, vos profits, et ce sont des profits mal acquis. Donc, il faudrait que les Français apprennent à comprendre que il faut soutenir les gars qui prennent des risques, et il faut mettre en prison les autres. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est parce que ça, c'est de la corruption. Eh oui. C'est de la corruption. Donc, il ne faut pas confondre les profits faits par, je ne sais pas, un Bernard Arnault, qui a pris des risques insensés toute sa vie et qui a parfaitement réussi, avec les bonus versés aux dirigeants des grandes banques françaises, quoi. Voilà. Ça n'a rien à voir. Voilà. Il y a deux animaux différents, là. Oui, mais c'est une nuance qui n'est pas faite. Mais il faut la faire sans arrêt. Oui, bien sûr, bien entendu. Bien entendu. Si vous ne faites pas cette nuance, vous ne pouvez pas comprendre d'où vient la croissance. Alors, que va-t-il se passer en Italie ? Nous ne sommes pas là pour prédire l'avenir, mais vous n'êtes pas le seul sur ce plateau qui a évoqué quand même le risque d'explosion de l'euro. C'est-à-dire l'euro ne peut pas marcher puisque vous n'avez pas de système d'ajustement à l'intérieur pour compenser les différences de productivité. Voilà. Oui. Il y avait une productivité très basse en Italie du Sud, productivité très haute en Italie du Nord. Il y a eu des transferts sociaux massifs à l'intérieur d'une nation, parce que comme vous le savez, une nation, c'est une volonté de vivre ensemble. Donc tout le monde accepte... Renan, oui. Tout le monde accepte de vivre ensemble, et c'est très bien comme ça. Aujourd'hui, pour que l'euro fonctionne, il faudrait que l'Allemagne transfère entre 5 et 7% de son PIB année après année. Elle a refusé de transférer 1,5% après la Première Guerre mondiale. Oui.
Donc l'Allemagne ne paiera pas. L'Allemagne n'a pas payé. Les Américains ont fait 2 plans, le plan Dawes et le plan Young, pour la dispenser, pour étaler. Et puis, à partir de 29, c'était abandonné. Ça a recommencé en 45. Ça a commencé en 45, oui. Alors, mais là, c'est là où il y a eu l'astuce du plan Marshall, justement, qui était d'amener du fric frais pour permettre aux gens de payer, quoi. C'était. Et puis, il y a eu les Corona Bonds. Les Eurobonds. Il y a eu les Eurobonds. Les Allemands ont refusé. Oui. Mais ils ne peuvent pas accepter. Ils ne peuvent pas accepter parce que dans la Constitution allemande, il y a l'article, écoutez, je vous dis peut-être des bêtises, c'est peut-être l'article 134, je crois, mais je ne sais plus très bien. Je crois que c'est l'article 134 de la... Non, ça n'a aucune importance. Qui précise qu'il est anticonstitutionnel pour l'Allemagne de souscrire des obligations émises par un autre pays parce que ce serait engager les payeurs d'impôts allemands dans une aventure sur laquelle ils n'auraient pas voté. Voilà, puisque l'impôt, c'est la démocratie. Alors, nul impôt sans consentement. Voilà. Ben, là, si vous voulez, ce qu'a rappelé la Cour constitutionnelle allemande, Karlsruhe, c'est qu'elle a dit, écoutez, là, il est en train de se passer des choses qui sont interdites par la Constitution allemande. Alors, étant juristes, ils ne sont pas bêtes. Ils ont dit, très bien, nous, on ne va pas parler de ce que fait la BCE, puisqu'elle est sous le contrôle de la Cour de justice européenne. Oui. On ne va pas parler des autres pays, parce que ce n'est pas notre boulot. Mais par contre, là, la Bundesbank, qui est une institution allemande, doit renoncer. Elle doit se soumettre à la Constitution allemande. Et donc renoncer à... Et donc, si vous ne pouvez pas m'expliquer pourquoi vous avez fait tout ça, il va falloir qu'elle vende toutes ces obligations qu'elle a achetées, qu'elle n'avait pas le droit d'acheter. Et il y en a pour 593 milliards. Etc. Absolument, dont une partie des obligations allemandes. Donc ça, c'est moins grave. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est que nous sommes directement en face d'un conflit de souveraineté. Voilà. C'est-à-dire que l'Allemagne dit « je suis souveraine sur ma constitution ». Maintenant, les autres font ce qu'ils veulent en Europe. J'ai rien à dire, y compris la Cour de justice européenne, etc. C'est pas mon truc. Mais par contre, comme la Bundesbank est une institution allemande, je lui demanderai de sortir de l'euro. Et donc, ils disent rien d'autre que la Constitution. Ou alors, ils disent il faut que le Parlement vote. Pour changer la Constitution allemande. Il faut les 2 tiers. Alors c'est une procédure extrêmement longue. D'abord, c'est long, puis ensuite, il faut les 2 tiers du Parlement. C'est pas du tout sûr que ça vote. Hein. Et alors, c'est d'autant plus paradoxal qu'on nous avait vendu, au moment de la création de la BCE, la BUBA, la Bundesbank, comme le modèle servant à la BCE. Et on s'y retrouvait avec la Banque centrale italienne. C'est ça, c'était prévisible, d'ailleurs, avec un banquier central italien. Oui, bien sûr. Qui avait parfaitement compris le coup. Oui. Enfin, il avait fait un stage d'abord chez Goldman, mais non, mais vous inquiétez pas, lui, un homme comme Draghi, il aurait dû être en prison, mais enfin, ça, on pourra en parler un jour, si vous voulez. Oui, alors nous sommes là, nous allons donc... Alors, est-ce qu'il y aura un euro du Nord, un euro du Sud? À quoi ça servirait, imaginons que les Italiens se réforment. Et à ce moment-là, on se retrouvait, nous, en France, dans une situation impossible. Ah oui, ça. Il faudrait faire un euro du Sud-Est, un euro du Sud-Ouest, on peut dire, c'est n'importe quoi. Il faut que chaque pays retourne sur sa monnaie nationale. Ce que disait REF, c'est que le taux de change, c'est l'égout collecteur des droits non gagnés. Ah oui, c'est bien vu, ça. Et donc, excellente formule. Excellente formule. Donc, il avait de bonnes formules, bref. Et donc, vous avez cet égout collecteur des droits non gagnés. Si vous voulez, si la France veut continuer à distribuer des droits non gagnés à sa population, on les distribuera de plus en plus en monnaie de singe. Voilà. Il faut qu'ils apprennent. Est-ce que vous pensez que, alors, avec les trilliards qui sont déversés, cette fois, nous risquons l'application de la théorie quantitative de la monnaie? Alors, là, c'est l'inflation. L'inflation. Alors là, si je peux me permettre, je vais revenir à l'étymologie, parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent. L'inflation, c'est la hausse de la masse monétaire. Oui. La conséquence, c'est la hausse des prix. Oui, théoriquement. Ou la baisse de la monnaie. Oui, ce qui est la même chose. Chaque unité, évidemment. Achète de moins en moins. Donc, la première grande vague inflationniste, c'est-à-dire celle des années 70, où la Banque centrale américaine avait monétisé les prix du pétrole en imprimant de l'argent, s'était porté sur les prix de détail. Oui. On avait une inflation à 15%, je vous en sais pas. Et les salaires qui suivaient péniblement. Un petit peu. Enfin, il y avait des augmentations de 10 à 12% quand même. C'était pas du tout oui, c'était pas rien. La deuxième vague, celle qui commençait avec Bernanke vers 2003, s'est portée sur le prix des actifs. Oui, exact.
C'est-à-dire sur l'or, sur les valeurs en actions, bourse, les actions, le prix des obligations qui est monté comme une fusée. Voilà. Je crois que la troisième vague, celle qui vient de commencer, se portera sur le cours de change. C'est-à-dire que nos monnaies vont s'écrouler. Voilà. Il y a des monnaies qui vont... Toutes les monnaies en Asie vont monter comme des fusées, Oui. et toutes nos monnaies vont s'écrouler. Parce que si vous doublez la quantité de monnaie européenne et que vous ne doublez pas la quantité de monnaie asiatique, le taux de change va s'ajuster. Il ne peut pas en être autrement, quoi. Vous C'est pour ça que je dis à tout... la vieille loi de Gresham. Voilà, la vieille loi de Gresham, la mauvaise monnaie chasse la bonne. Donc ce qui va se passer, c'est que on va se retrouver avec une hausse phénoménale des monnaies asiatiques contre les nôtres. Oui. C'est-à-dire que, à la place de nous aller nous bronzer les fesses en Thaïlande, ils vont venir se bronzer les fesses à Saint-Tropez, quoi. Puisqu'on ne travaille pas, oui. On devient des pays de bronze-cul, quoi. Un pays de bronze-cul. Voilà, ce serait une conclusion provisoire à cette deuxième partie. Oui. Mais nous allons continuer d'explorer les conséquences. Ça ne me fait pas plaisir ce que je dis. Hein. Non. Mais je ne suis pas là pour faire plaisir. Hein. Bien sûr que non. Mais vous êtes là pour dire la vérité. Tu vois, la vérité, la vérité, c'est très difficile à dire, mais je veux. Mais une vérité économique, en tout cas. Je suis en train pour expliquer les conséquences logiques de ce qui est en train de se passer, quoi. Donc, ou bien l'Allemagne garantit toutes les dettes de l'Europe du Sud. Mais c'est trop gros pour elle. C'est trop lourd, bien sûr. Et en plus, ils ont une démographie épouvantable. Voilà, c'est ça. Ou bien, alors, l'euro explose. Ou bien l'euro doit disparaître. Et il disparaîtra le jour où Salvini revient. Oui. Et ils passeront par la solution la restitution d'une monnaie locale progressive qui avait été déjà envisagée. Oui, ils auront peut-être de faire des espèces de billets, des bons du Trésor qui sont des billets. Des bons du Trésor qui sont des billets, oui, c'est ça. Qui sont des billets du Trésor, ils vont peut-être essayer ça, mais ça ne règle pas leur problème de fond, parce qu'ils ont le taux de change avec lequel ils exportent. Ouais. Non, je crois que, vous savez, quand il faut couper la queue du chien, ça ne sert à rien de la couper en petits bouts. Hein. Non, il faut la couper franchement. Il faut la couper franchement, la pauvre bête. Là. On le fait, ça se fait plus d'ailleurs, je vois plus de chiens avec les cheveux coupés. Les queues coupées, non, ça se fait. Nous allons faire une pause et reviendrons, non pas sur la queue du chien, mais sur les conséquences économiques. Alors, à ces interrogations sur la survenue d'événements, il faut attendre, je crois, le mois d'août, parce que, réponse fin août, la Bundesbank rendra son rapport à la Cour constitutionnelle de Karlsruhe. Alors, disons que fin août, on sera fixé. En Europe, on n'est jamais fixé. Oui, c'est ça qui est curieux. En Europe, ils trouvent toujours une astuce. Regardez l'espèce de plan foireux qu'ils ont fait entre Merkel et Macron, qui n'a aucune chance de se produire. 500 milliards. 500 milliards, mais en plus, d'abord, c'est la Commission européenne qui va les emprunter. La Commission européenne n'a pas de ressources fiscales. Non, il n'y a pas de ministre des Finances d'Europe, il n'y a pas de budget européen. Or, une obligation, c'est de l'impôt différé. Oui. C'est rien d'autre. C'est-à-dire que vous dites, mes recettes fiscales dans 10 ans serviront à payer cette obligation. Voilà. Ce qui veut dire qu'il va falloir créer des recettes fiscales en Europe. Créer un ministère des Finances européen. Et la probabilité pour que ça arrive, en ce moment, est exactement égale à 0. Oui. Donc, M. Macron et Mme Merkel nous ont raconté des calembredaines. Ça ne se produira pas. M. Macron fait du wishful thinking. M. Macron croit qu'à force, d'en même temps, il va finir par se retrouver de l'autre côté du gué, quoi. Oui. Comme beaucoup de socialistes qui ont une espèce de formation keynésienne, c'est-à-dire qu'ils pensent que l'économie est un truc qui monte et qui baisse, on ne comprend pas très bien pourquoi, mais enfin ça monte et ça baisse, et donc si on est dans un bas, on va automatiquement retourner vers le haut. Ouais. Donc le tout, c'est d'attendre sans prendre de décision jusqu'à ce moment où ça reprenne, quoi. Il n'y a pas de problème, comme disait, je crois que c'était Ramadier ou le petit Percueil, il n'y a pas de problème qui ne soit pas résolu si on ne noterait pas. C'est Cueil. C'est Cueil. C'est Cueil, oui. En 49. Oui. Qui avait dévalué le franc, d'ailleurs. Oui. Au moins, il avait eu la sagesse d'accepter cette dévaluation. Mais évidemment. Mais si vous voulez, encore une fois, cette notion de dévaluation est complètement idiote, parce que un taux de change, ça reflète la réalité du pays. Qu'est-ce que c'est que la réalité du pays ? C'est ce qu'il produit. Oui. Et les actifs que vous pouvez acheter, le château de Chambord ou Versailles, vous voyez ce que je veux dire, il y a toute une série d'actifs qui sont très désirables en France, pour les étrangers. Donc, ce qu'il faut, c'est laisser le taux de change, parce que c'est tellement compliqué que personne ne peut vous dire quel est le bon équilibre entre la valeur des actifs et la valeur de la production. Voilà. Donc, vous laissez le marché décider, et comme ça, vous n'avez pas l'air d'un idiot si vous êtes un homme politique.
Oui, oui, les étrangers ne nous aiment pas en ce moment. Bon, ça veut dire que on va exporter plus. Voilà, puisque nous serons moins chers. Nous serons moins chers. Voilà. Et s'ils veulent absolument acheter nos actifs, les appartements à Paris, on dira, zut alors, vous pouvez passer des vacances à l'étranger, c'est pas cher, quoi. Parce que je veux dire, il n'y a pas de downside, il n'y a pas de risque. Et on peut considérer donc que le taux de change est presque une loi naturelle. Le taux de change, ça s'ajuste à la différence de productivité et à la différence de valorisation des actifs. Donc voilà, c'est pour ça que personne ne peut le calculer. Alors, si l'euro disparaît, qu'est-ce qu'on va faire? On va gagner plein d'argent, ça va être le pied. Enfin, l'Europe va renaître, l'Europe de la diversité, oui. l'Europe de l'indépendance, l'Europe des petits entrepreneurs, tout ça, ça va repartir comme en 40. Et à ce moment-là, vous devez vous bourrer de tout ce qui est en Europe du Sud. L'Italie, l'Espagne, la France. Mais par contre, vous devez vendre l'Allemagne à fond la caisse. Parce que les Allemands, ils sont tous investis. Comme ils sont restés dans une monnaie trop basse trop longtemps, ils sont dans tous les mauvais secteurs. Ils sont dans l'automobile, ils sont dans tous les trucs dont plus personne n'a besoin. Machine-outil quand même. Machine-outil, mais pour faire des automobiles, alors ça vous fait une belle jambe. Oui. Ce que je veux dire par là, c'est que l'Allemagne a gagné, elle a foutu en l'air nos entreprises. Oui, mais sans bénéfice finalement à long terme. Mais elle nous a rendu quelque part un service en nous débarrassant des trucs qui allaient crever de toute façon. Mais elle se retrouve avec tous les trucs qui vont crever. Aïe. D'accord. Donc les gens qui me disent l'Allemagne va sortir grand vainqueur, ils comprennent rien. C'est l'Italie et la France qui vont sortir grand vainqueur. Ah ben voilà un motif d'espérer. Ah ben absolument. On en a bien besoin. On en a bien besoin, mais dès le moment où on retourne à des prix de marché, je n'ai pas aucun problème à faire concurrence aux Allemands. Moi. Alors vous allez nous expliquer. Je vais pas faire comme Gainsbourg, je vous rassure, je vais pas le brûler. Hein. Mais voilà, là, je montre à nos téléspectateurs un billet de 50 €. Hein. Regardez-le, il va disparaître. Je lis UC. U, c'est la France. U, c'est la France. Ouais. Bon. Mais, alors, vous faites une liste des numéros qui sont au début. Des numéros, des lettres qui sont au début. Parce que la France sera obligée, si l'euro disparaît, de reprendre les billets avec un U, qui sont les siens, oui. et de les transférer en francs français. Alors, là, tandis que si vous avez un billet autrichien... Je vois EB. Je ne sais pas ce que c'est. Mais oui, alors je ne l'ai pas trouvé dans votre liste. Là. EB, B c'est quoi? EB. Alors, il n'y a pas de B, il n'y a pas de E dans votre liste. Bref, celui-là, il est... Non, mais ça veut dire qu'à partir de 2018-2019, ils ont changé ça parce que tout le monde gardait les billets allemands et servait des billets, des billets grecs. Donc ça, c'est la liste jusqu'en 2018. Alors, vous faites des réserves de billets avec LANRPX en tête. Voilà. Et vous mettez ça dans une petite cassette à côté de votre lit. Bon. Mais dites-moi, c'est quand même fort inquiétant, ça, parce que... Ben non, c'est-à-dire que, je sais pas, j'imagine que quand l'euro va sauter, tout le monde va se précipiter en Allemagne et le nouveau Deutsche Mark montera. Eh oui, ça, sûrement. Ça. Je vous signale d'ailleurs que le Deutsche Mark a toujours cours légal en Allemagne. Oui, c'est 2. C'est 2 pour 1. Mais si vous arrivez avec un billet de Deutsche Mark, il est accepté. Ah oui. Alors que nous, le franc n'est plus cours légal en France. Alors les Français ont eu un réflexe d'épargne très fort. Ces derniers temps. Ce qui se passe, c'est qu'on les paye à ne rien foutre et ils sont bloqués chez eux, donc ils ne peuvent rien dépenser. Donc le taux d'épargne est passé au travers du toit. Quoi. Et voilà. La grande question, c'est qu'est-ce qui va se passer une fois qu'ils auront le droit de sortir pour aller chez Zara? Alors, est-ce qu'il faut investir, encourager à c'est peut-être pour ça que les marchés des actions se tiennent un peu mieux que ce à quoi on pouvait s'attendre. C'est parce que y a tout ce pognon qui est là, les gens se disent, je reviens à mon Air Liquide, je ne sais pas quoi foutre de mon fric, je vais le foutre dans Air Liquide. Et ça vaudra toujours quelque chose, ce truc-là, parce que comme ils produisent dans le monde entier, si la monnaie française baisse de 25%, mon Air Liquide, il montera de 25% exprimé en monnaie française. Oui, mais c'est ce qui expliquerait la remontée des marchés boursiers. Sauf que si on regarde, comparaison n'est pas raison, mais si on regarde la crise de 29, par exemple, il y a eu des reprises boursières après le krach du 29. Absolument. Et là, parce qu'il y a un ami qui utilise une image que j'ai trouvée assez profonde. Il dit ce qu'on a, c'est qu'on a un tsunami. Voilà. Qui s'est produit très profond sous la mer. Vous savez, un énorme tremblement de terre. Et alors, vous avez la vague qui passe. Si vous êtes en bateau sur la mer, vous faites bloup, puis vous redescendez, il ne s'est rien passé. Oui. Et c'est quand la vague va toucher la côte que là, vous avez tout qui est détruit. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, surtout s'il y a une centrale nucléaire. Surtout s'il y a une centrale nucléaire, comme on l'avait vu au Japon, là, à Fukushima. Donc, ce qui est en train de se passer, c'est que probablement la vague est en train de passer sous la mer. Elle est en train de commencer à toucher les côtes, en Italie, par exemple. Oui. Et les gens ne se rendent pas compte encore des dégâts qu'elle a faits. Oui. Donc, ils étaient sur leur bateau, là. Ça a bougé, tiens donc, c'est tout. Oui, c'est ça, oui. C'est tout. Et je me demande s'il n'y a pas un décalage entre la réalité et la perception de la réalité, quand même. C'est ça.
Et donc, mais j'en suis pas certain du tout, mais ça faisait 3 ans que je disais à tous mes clients, écoutez, si vous devez avoir quelque chose en Europe, n'ayez que des actions européennes. N'ayez pas une obligation, n'ayez pas de monnaie, n'ayez rien. Parce que les actions, ça correspond à une réalité. C'est-à-dire, ils produisent des choses dont les gens ont besoin. Et que vous les payez en dollars de Zanzibar ou en Deutschmark, tout le monde s'en fout. La valeur d'Air Liquide, c'est une valeur intrinsèque. En soi. Oui, en soi. C'est pas le promesse de payer d'un État. Et oui, mais justement, alors, à propos de valeur intrinsèque, on voit bien que la BCE continue le quantitative easing. Absolument. Mais, d'ailleurs, on n'entend pas beaucoup Madame Lagarde. Oui, de toute façon, elle ne comprend rien, c'est pas grave. Mais certains disent que c'est un gage de succès, parce que... Oui, enfin bref, comme elle a déjà échoué piteusement quand elle était ministre du Budget, je crois, ou ministre des Finances, puis ensuite elle a planté le FMI pour 80 milliards en Argentine en l'espace de 6 mois, donc maintenant elle devrait passer à 800 milliards, quoi, logiquement, dans sa courbe de progression de carrière. Est-ce qu'elle va vraiment continuer à émettre... Est-ce que le QI va continuer? S'il s'arrête, si j'ose dire, s'il s'arrête, Air France, tout ça, Airbus, tout ça disparaît. Pourtant, c'est une belle entreprise, Airbus. C'est une belle entreprise, j'en suis tout à fait d'accord, mais alors, si on retourne vers des mondes où plus personne ne voyage, ça sert à rien. Ben oui. Est-ce que les gens vont cesser de voyager? Je crois qu'ils vont venir voyager chez nous maintenant dans l'autre sens, mais ça prendra du temps. Quoi. L'effet de... oui, c'est ça. Il faut visiter Venise maintenant parce qu'il n'y a personne. Dans 3 ans, vous aurez 10 millions de Chinois qui sont à Venise. Quoi. Oui. Alors, Charles Gave, il nous reste peu de temps, mais la toile, bruit d'un bruit, qui est celui-ci. Charles Gave for President. Alors, des gens parlent de vous comme quelqu'un qui pourrait être candidat en 2022. Ça... Alors, c'est une question... d'ailleurs, je suis très honoré qu'il y ait des tas de gens qui pensent à moi. Moi, tout ce que j'essaye de faire aux gens, c'est d'expliquer ce qui se passe de façon à ce que les Français soient de meilleurs citoyens, si vous voulez. Donc, je crois qu'il y a tout un tas de gens qui sentent cette espèce de désir que j'ai de les rendre meilleurs citoyens. Ils se disent, tiens... Mais vous savez, je crois que la France est dans un état tel qu'on est un peu comme quand Diogène se baladait dans la Grèce antique avec une lampe à la main en disant « je cherche un homme, je cherche un homme ». Il y a beaucoup de gens qui cherchent un homme. Beaucoup. Actuellement. Oui. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, le champ politique est à ce point déserté par des hommes d'envergure? C'est une vraie question, c'est une question je crois que ça culture. C'est une question de culture, mais ça vient aussi de quelque chose de plus profond que j'ai essayé d'expliquer une fois dans une radio, à Sud Radio. C'est que je dis que quand des médiocres arrivent au pouvoir, ils s'entourent toujours de gens plus médiocres qu'eux. Donc il y a une reproduction en quelque sorte. Donc si vous voulez, Chirac s'est entouré de demi-crétins. Les demi-crétins qui ont réussi à arriver après lui sont entourés de gens qui étaient encore plus mauvais qu'eux. La même chose dans le Parti socialiste. Et donc après 5 ou 6, mettons 2 ou 3 générations comme ça, où la méthode de sélection, c'est quand même pour le chef de choisir les gens les plus nuls de façon à ce qu'ils lui fassent place d'ombre, on n'a plus personne. C'est quand même étrange, parce qu'on a vu des hommes politiques... Mais en général, les hommes politiques en France émergeaient après des conflits. Oui, alors c'est ça. Où personne ne peut tricher, là. Voilà, parce que certains d'entre eux ont dépassé... À la fin de la Troisième République, c'était effrayant. Ah bah oui. C'était la même chose. Certains d'entre eux étaient capables de dépasser la peur du voisin, la peur du concurrent. Mais bien sûr. Bon, on peut penser à De Gaulle, on peut penser... J'évoquais dans un article récent Tardieu, qui aurait pu émerger. Tout à fait, mais vous en avez eu beaucoup dans l'histoire de France. Mais en général, c'était après un désastre, après un conflit, où ils avaient pu se sortir de la masse, quoi. C'est comme Napoléon qui est sorti après toutes les saloperies de la deuxième guerre, de la Révolution, quoi. Il y a personne qui est vraiment sorti de la Révolution sauf Napoléon, quoi. Ouais. Si, il y en a un qui était tout à fait remarquable, c'était Bernadotte. J'allais le dire, Bernadotte. Il est parti en Suède. Voilà, il a été... Nous, on aurait dû leur filer Napoléon et garder Bernadotte. Ça aurait été vachement mieux. Oui, en effet. Parce que c'est lui qui a introduit la démocratie en Suède, si vous voulez. Parce que c'était du Béarn.
Bien sûr, oui. Il y avait tous les États du Béarn, etc. Un vieil État autonome, enfin, qui avait l'habitude d'avoir les chambres régionales, voilà. un truc, tout ça. Donc c'est lui qui a introduit tout ça. Il a introduit le système béarnais en Suède. Alors, Jean Dutour avait fait une fonction sur Napoléon, Montbazonnet, qui, la Corse n'étant pas devenue française, il était de général italien, autrichien. Officier autrichien. Oui. Ça aurait été très bien. Oui. Enfin bon, je ne peux pas dire ça. On ne refait pas l'histoire. On ne refait pas l'histoire, mais ça aurait... L'important, c'est de faire celle qui s'annonce. Alors, la question, c'est donc, nous sommes dans un moment extraordinairement difficile. Et pour revenir à ce que je vous disais tout à l'heure, la sélection des médiocres, si vous regardez de façon dépassionnée les derniers présidents de la République française, vous ne pouvez pas vous empêcher de penser que depuis Pompidou, chacun était plus mauvais que le précédent. C'est-à-dire, on est passé à Giscard, qui avait ses défauts, mais aussi des qualités. Puis ensuite, on est passé à Mitterrand, qui était tout ce qu'on peut penser de lui. Puis ensuite, on est passé à Chirac, puis à Sarko. Puis quand on est arrivé à Hollande, je me suis dit, on ne peut pas aller plus bas, c'est le pied, maintenant on a touché le fond, quoi. Eh ben si. On est allé pire. On est allé pire. Parce que Hollande, c'était un brave garçon, voilà. Alors que celui-là, il n'est même pas brave. Et comme il avait une certaine paresse personnelle, il faisait moins de bêtises, parce que c'est plus fatigant. Tandis que l'actuel, il fait beaucoup de bêtises. Pardon, chers téléspectateurs. Non. L'actuel, en plus, si vous voulez, il n'a pas le moindre doute. Voilà, il n'a pas de doute. Il n'a pas de doute sur sa capacité à être un changeur d'histoire. Mais oui, il se prend pour Jupiter alors qu'il n'est que Procuste. Voilà. Il est plutôt Narcisse. Ou Narcisse. Alors il y a Narcisse, oui, bien sûr. Il se regarde dans l'eau, il se trouve beau. Oui, et alors du coup, Marianne est très triste. Mais Marianne, je ne sais pas si c'est Marianne. Hein. Mais Marianne est extrêmement triste, mais c'est... vous savez, il faut faire dire quelque chose ici, c'est... Quand je parle de tout ça avec certains amis qui sont dans la haute administration, n'importe quoi, ils me disent « Mais Charles, de quoi parles-tu ? Ça n'a jamais été aussi bien pour nous. » Ah oui, bien sûr. Eux, ils sont dans un... Ils pètent dans la soie, si vous voulez dire. Alors là, je vois... Mais le peuple, oui, il souffre comme un malade. Ah mais absolument. Donc ces gens-là sont vraiment... ils ont qu'à manger de la brioche, quoi. Oui, c'est ça. Et donc, il y a, ce qui est pas... C'est pas la France qui est en déshérence, c'est le peuple français qui est en déshérence. Personne ne s'occupe de lui. Vous avez tout à fait raison, et je renvoie à nos téléspectateurs un livre. C'est un homme de gauche, c'est un journaliste de l'Obs qui a écrit ce livre, mais il a fait une enquête extrêmement sourcée, très honnête. C'est les voraces sous Macron. Oui. C'est les 6 000 hauts fonctionnaires, le Conseil d'État, qui s'en mettent plein la fouille. Qui sont... Il n'y en a pas un salaire en dessous de 200 000 euros, ça monte à 350 000. Il y a des ils en touchent plusieurs. Et plusieurs, bien sûr. Et en plusieurs retraites. Oui, bien sûr. Ah ben, M. Hollande, par exemple, il a, en dehors des indemnités liées à son ancienne présidence, il a 350 000 euros de retraite de fonds publics. Voilà, il n'y a pas un centime d'argent. 350 000 euros avec méthode de taux d'intérêt à 1%, ça a une valeur boursière, si j'ose dire, si vous faites une calcul d'actualisé, d'à peu près 40 millions d'euros. Oui. Donc M. Hollande devrait être imposé sur l'impôt sur la fortune. Voilà. Puisqu'il touche 350 000 euros sans aucun risque indexé sur l'inflation, garanti par nos impôts. Absolument. Donc pourquoi on ne lui reprend pas la moitié par des impôts ? C'est-à-dire il faut remettre la justice fiscale au cœur du système. Eh bien, ça pourrait être un des éléments du programme présidentiel de Charles Gave. Mon programme présidentiel, il est tout simple, c'est place aux vieux, parce que les jeunes, ils ont fait cette connerie comme ça. Merci Charles Gave, merci de vos éclairages pertinents et impertinents, bien entendu. Merci. Et chers téléspectateurs, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Absolument.